OK, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Sam Ayoub, je suis le président fondateur de la Chambre économique Canada-Europe ici à Bruxelles. La mission de la Chambre économique Canada-Europe est de faire la promotion des échanges économiques, des échanges commerciaux entre le Canada et l'Union européenne en organisant, par exemple, des webinaires comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais aussi des conférences, des séminaires, un sommet qui revient chaque année à l'automne. Et aussi d'organiser des missions commerciales, d'accompagner les entreprises à pouvoir démarcher l'Union européenne et les entreprises européennes à démarcher le territoire canadien. Sans plus tarder, on va aborder le sujet d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, qui est comment le Québec peut être un partenaire clé pour la relance verte européenne, donc sujet quand même important, et un webinaire entièrement en français. De ce pas, je passe la parole à Audrey Jean. Audrey est la directrice aux affaires européennes et multilatérales à la délégation générale du Québec à Bruxelles. Alors, à toi, Audrey. Merci beaucoup, Sam. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. De prime abord, je te remercie, Sam, pour l'invitation que toi et la Chambre de commerce Canada-Europe nous avez donnée pour l'organisation de ce webinaire auquel il me fait plaisir de concourir. Donc, comme indiqué, je travaille au sein de la Délégation générale du Québec à Bruxelles et dans mes fonctions au sein de l'équipe en affaires européennes et multilatérales, on passe un certain temps sur ce dossier chaud qu'est la relance verte européenne, sujet de l'heure un petit peu sur toutes les lèvres. Donc, il va me faire plaisir d'agir à titre de modératrice tout au long de cet échange qui promet d'être des plus intéressants puisqu'il va nous permettre de mettre en perspective différentes opinions, différents points de vue sur la question des défis que va poser cette relance verte, mais aussi et surtout sur le rôle que le Québec va pouvoir jouer en soutien à cette importante initiative européenne. Donc, avant d'amorcer cette enrichissante discussion, je vais proposer aux différents intervenants de se présenter à tour de rôle. C'est une incontournable étape pour vous donner l'opportunité de vous familiariser un peu plus avec leur profil. Et sans plus attendre, on pourrait commencer tout de suite avec Monsieur Denis Leclerc d'Ecotech Québec. Monsieur Leclerc, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur vous et sur ce qu'est Ecotech. Merci beaucoup. Bon matin de Montréal. Denis Leclerc, je suis président d'Ecotech Québec. Et Ecotech Québec, c'est la grappe des technologies propres, le cluster des écotechnologies, comme ils disent aussi en Europe. Alors, on regroupe autant des chercheurs, des innovateurs que des financiers et on vise bien sûr à développer ce secteur-là de l'économie pour transformer finalement l'économie pour qu'elle soit plus verte et plus prospère. Merci, Monsieur Leclerc. Je passe maintenant la parole à Monsieur Yves Kritz, président de la compagnie La Granaudière, si vous voulez nous dire quelques mots à votre tour. Oui, bonjour. Bon matin de Saint-Michel-des-Saints au Québec. Moi, je m'occupe d'un projet de production de granules de bois qui est destiné essentiellement à l'exportation vers l'Europe. J'ai un passé énergétique. J'ai travaillé pour pas mal de utilités européennes. Je suis venu ici au Québec pour passer une retraite paisible. Nous avons hâte d'en apprendre plus sur le projet que vous menez au Québec. Je passe la parole à Monsieur Lucas Robin-Chevalier de Boralex. Nous vous écoutons à votre tour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Lucas Romain-Chevalier, je suis responsable des affaires publiques pour l'Europe de Boralex. Boralex développe, construit, exploite des sites de production d'énergie renouvelable, à la fois au Canada, donc en particulier au Québec, originaire de Kings et Falls, mais également fortement en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. On est donc un producteur indépendant avec des ambitions sur le marché de l'Europe de l'Ouest. Parfait. Merci, Monsieur Robin Chevalier. Alors, je remercie nos trois conférenciers de s'être prêtés à l'exercice des présentations. Avant de procéder, je voulais simplement vous préciser qu'un quatrième intervenant se joindra à nous un petit peu plus tard en cours de discussion. Il s'agit de Monsieur Pierre-Luc Desgagnés, le délégué général du Québec à Bruxelles, qui malheureusement s'excuse de ne pouvoir assister aux premières minutes de ce webinaire, ayant été retenu par un autre engagement. Il sera des nôtres sous peu.
Donc, avant de poser la toute première question, juste un dernier appel. J'aimerais fortement encourager les participantes et les participants assistants au webinaire à poser leurs questions tout au long de l'activité, donc que ce soit par le chat de la plateforme Zoom, où ils pourront inscrire les questions que nous pourrons poser aux intervenants, ou bien par l'intermédiaire de l'option questions-réponses. Donc, je me ferai un plaisir d'essayer d'intégrer vos questions aux discussions en cours et d'ainsi rendre ce webinaire le plus interactif possible. Donc, nous y sommes, le sujet a été introduit, les conférenciers vous ont été présentés. On est donc fin prêt à démarrer. La première question est une question que j'adresserai à l'ensemble des panélistes qui souhaitent intervenir, en proposant cependant peut-être à M. Kritz de faire la première intervention. Donc, la crise de la COVID-2019 a plongé l'économie mondiale dans une situation de précarité sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. De votre point de vue, quel rôle peut jouer l'énergie verte pour relancer l'économie, tant en Europe que dans le monde finalement? Ouais, l'énergie verte, par définition, c'est un type d'énergie qui est de plus en plus décentralisé. Donc, je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Avec la COVID, il y a eu du confinement, les gens travaillent à la maison. Donc c'est un peu l'occasion de faire des rénovations chez soi, de changer de système de chauffage. Et puis, aussi l'utilisation décentralisée de l'électricité va engendrer de plus en plus de problèmes de gestion de réseaux décentralisés. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus l'aspect de smart grid qui va être important. En plus, les gens sont de plus en plus à la maison aussi, travaillent en télétravail, font moins de déplacements. Donc, je pense que tout ce qui est véhicule électrique va devenir aussi de plus en plus dans l'air du temps parce que moi je vois bien ici au Québec, je faisais 30-40 000 km par an. Je pense que sur les 12 derniers mois, j'en ai peut-être fait 2000. Donc, autant je ne pensais même pas, j'avais même pas l'idée de passer ou d'avoir un véhicule électrique, autant maintenant je pense que c'est peut-être pas inutile. Ça peut être intéressant. Donc, mais c'est tout un système de gestion du système électrique qui est à revoir fondamentalement. Parce que surtout en Europe, on était dans un système hyper concentré. On avait un réseau de grosses centrales qui allaient vers les consommateurs. Maintenant, le consommateur se préoccupe de comment il va aller puiser dans son énergie, que ce soit le photovoltaïque sur sa toiture, ou bien des panneaux de chauffage solaire, ou bien il va mettre une batterie ou bien il va utiliser sa voiture électrique comme batterie. Donc, c'est vraiment, je pense on rebrasse un peu toutes les cartes, je pense, et la COVID, je pense, risque d'accentuer ou d'accélérer un peu ce brassage de cartes. Oui, vous faites des remarques très intéressantes. On voit donc dans votre perspective que, en fait, l'énergie verte va devenir un incontournable, est de fait un incontournable dans l'ère du temps actuel. On voit que les particuliers se préoccupent eux aussi à leur échelle individuelle, dans leur choix de chauffage, dans leur choix de transport, dans leur choix d'habitation, même d'emploi, de ces questions énergétiques. Peut-être, Monsieur Robin Chevalier, vouliez-vous abonder dans ce sens ou avez-vous des éléments complémentaires à ajouter à cette question? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Kritz. En soi, les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, la biomasse, l'hydroélectricité sont clairement une garantie pour l'avenir, une garantie d'une lisibilité sur l'avenir, d'une visibilité quant au coût de l'énergie aussi dans l'avenir. On voit ce qui s'est passé sur la dernière décennie, qui a été une formidable baisse des coûts, en particulier sur l'éolien et le solaire. Et c'est quelque chose qui va continuer et que la crise de la Covid, qui est arrivée juste après une crise énergétique qui est passée relativement inaperçue au départ, mais qui a été amplifiée par la crise du Covid, a débouché sur une crise profonde de la demande en énergie qui, notamment en Europe, va en fait durablement baisser dans les années à venir, et avec des usages qui vont être complètement transformés, comme disait M. Kritz, sur plus d'efficacité, probablement plus de sobriété et plus d'énergie renouvelable, parce qu'il y a une demande sociétale qui est forte des citoyens, mais également des entreprises,
on voit des entreprises qui, de plus en plus, veulent, pour leurs besoins propres, pour des questions de coûts, pour des questions aussi d'engagement vert, de plus en plus fort, mais également pour cette question de visibilité quant au prix de l'électricité dans l'avenir, vont recourir à ces énergies. Donc, on voit un boom un petit peu partout, en particulier dans les pays d'Europe, favorisé par le Green Deal, sur lequel je pense on reviendra un petit peu plus tard. Et on va voir qu'il va y avoir trois grands leaderships qui vont s'affronter d'une certaine manière sur les énergies vertes entre l'Amérique du Nord et l'arrivée de Biden, la Chine qui a pris une avancée certaines d'un point de vue industriel, et l'Europe qui a une carte à jouer aussi sur tout ce qui est finance verte. Chacun va un peu jouer de ses atouts et aussi de ses opportunités pour ces entreprises et des marchés qui sont de plus en plus ouverts d'une certaine manière, avec une formidable opportunité qui est la transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Robin Chevalier. Monsieur Leclerc, voulez-vous apporter une contribution vous aussi? Avec plaisir. Si on regarde les plans de relance de tous les pays, on parle d'énergie renouvelable. Tout le monde a la volonté de sortir des énergies fossiles. Pourquoi? Mais c'est aussi une question de coût, parce que ça coûte cher. L'énergie fossile va coûter plus cher que l'énergie renouvelable. Lucas l'a mentionné, Yves également. Alors, il y a des mines de charbon qui ferment aux États-Unis. Pourquoi? Ce n'est pas à cause du climat, c'est parce que ça coûte trop cher par rapport à d'autres sources d'énergie. Alors maintenant, l'énergie renouvelable vraiment fait sa place. Et dans le cadre des plans de relance, on voit, là, je parlais à des économistes hier, j'étais en réunion et ils parlaient d'un développement économique, d'une croissance économique d'à peu près 10 % cette année par rapport à ce qu'on a vécu, pas durant la pandémie, mais avant la pandémie. Alors, vous voyez une croissance économique incroyable parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui était, de l'argent frais, disons, qui était disponible. Alors, il va y avoir une pleine croissance. Cette croissance-là doit nécessairement utiliser l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Alors, c'est pour ça qu'il faut pousser dans ce sens-là. Et autant l'éolien, les granules, le solaire, la biomasse, on pourra en reparler, biomasse agricole également, forestière, peuvent jouer des rôles extrêmement importants dans la relance verte en Europe et également dans le monde. Merci. Nous comprenons donc que les énergies renouvelables sont un incontournable dans l'ère du temps. Cette transition verte va arriver. Quels sont les plus grands défis, selon vous, qui attendent la transition verte, particulièrement pour le leadership européen, de votre point de vue? Monsieur Robin Chevalier, vous parliez tout à l'heure de ces 3 grands leaderships qui se dessinent dans le monde concernant cette question de la transition verte. Donc, peut-être des chemins différents qui vont être empruntés. Pour ce qui est de l'Europe, qu'est-ce que vous voyez comme grand défi pour cette relance verte européenne, donc? Oui, c'est un grand défi parce que l'Europe, c'est un marché commun, mais ce sont des économies et des États qui doivent se mettre d'accord. Et il faut les mettre d'accord alors qu'ils sont différents. Ils n'ont pas forcément le même niveau de décarbonation, d'activité bas carbone. Quand on pense notamment à l'Europe de l'Est, en particulier la Pologne, qui a encore beaucoup de charbon, beaucoup de charbon, demande un peu plus de temps aux autres qui ont été rapides, notamment le Royaume-Uni, même s'ils sont sortis de l'Europe, enfin de l'Union européenne, ont décarboné très rapidement leur production énergétique. On pense également à l'Allemagne, qui a un point d'achoppement très compliqué entre une sortie du nucléaire et un développement des énergies renouvelables massifs, alors qu'il leur reste du charbon. Donc, il va falloir transformer les économies, donc transformer les emplois. Et c'est un défi politique assez important parce qu'il va y avoir un processus de destruction créatrice très fort dans la décennie à venir et qui ne va pas toucher les pays de la même manière. Clairement, en France, on a encore trois centrales à charbon qui doivent être fermées. Ça représente quelques milliers d'emplois, alors qu'en Pologne, en République tchèque ou en Allemagne de l'Est, c'est des centaines de milliers d'emplois. Donc, il va falloir transformer ces bassins d'activité, leur donner des perspectives de reconversion
Donc, il y a des possibilités avec la biomasse dans certains endroits, le solaire, l'éolien, l'hydrogène. L'enjeu aussi des batteries, on y reviendra plus tard. Il y a une vraie opportunité aussi de construction européenne dessus, puisqu'il y a des volontés d'avoir des sortes de joint ventures entre les pays pour assurer en fait l'acceptabilité de cette transition afin de faire que cette transition soit juste. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que l'Europe a créé un fonds de transition juste qui vise à assurer cette transition des emplois et des activités. Donc ça va être, pour moi, la transition des emplois et des activités va être le principal défi de l'Union européenne. Ensuite, il y aura des défis liés à la place de certaines énergies, de certaines activités qui ne sont pas encore considérées comme répondant à cet objectif de transition et qui attendent là cette année d'être inclus ou non dans ces activités bénéfiques pour le Green Deal. On pense notamment à la place du gaz et la place du nucléaire qui doivent faire l'objet d'une inclusion ou pas dans ce qu'on appelle la taxonomie européenne qui va avoir un impact assez fort sur les financements des activités dans les années, les décennies à venir et qui, on pense, aura un impact au niveau mondial aussi dans la prochaine décennie. Merci, Monsieur Robin Chevalier. Je viens de voir que Monsieur Pierre-Luc Desgagny s'est connecté à la rencontre. Alors, bienvenue Pierre-Luc à ce débat. Bonjour, merci. Désolé de mon retard. Pas de problème, tu es excusé. Nous échangions donc sur les défis qu'attendent l'Europe et cette transition verte européenne. Vous nous avez fait un exposé très intéressant, Monsieur Robin Chevalier, sur ce défi politique, ce défi d'emploi, ce défi de variété aussi de profils énergétiques au sein même de l'Union européenne. Est-ce que, Monsieur Leclerc, vous aviez une perspective à partager avec nous sur cette même question? Je suis d'accord avec Lucas au niveau de l'emploi, très important. Bien sûr, moi j'appellerais ça une prospérité collective. Alors, comment on va faire en Europe pour créer ces synergies, comme disait Lucas, créer ce partenariat, cette joint venture, pas seulement entre entreprises, mais également entre pays. Hier, j'étais en discussion avec la déléguée générale du Québec à Rome, Mariana Simonet, qui m'expliquait les milliards de dollars qui iront en Italie pour la relance verte. Et cette relance-là, outre l'énergie, il y a l'assainissement de l'eau, il y a l'agriculture, il y a la gestion des déchets ou des matières résiduelles, ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Il y a un fort potentiel de mise en place, d'adoption de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire. Mais ce qui serait bien pour l'Europe, c'est de pouvoir partager ces succès-là. Il faut que les technologies soient les plus réplicables possibles ou les projets, de façon à pouvoir faire bénéficier d'autres des avancées de certains pays. Et on parle aussi de relance inclusive. Inclusive veut dire, oui, au niveau des travailleurs, mais également au niveau des sociétés, des collectivités, de façon à ce qu'ils aient leur mot à dire. Puis, quand on parle d'acceptabilité, ça va jouer. Là. On le sait, si on parle juste aux éoliens, aux éoliennes, il y a, oui, aussi l'acceptabilité sociale de telle infrastructure. Alors, je pense que dans la relance, si on veut qu'elle soit verte et prospère, il faut qu'elle soit aussi inclusive. Alors ça, c'est un beau défi, pas seulement pour l'Europe, pour à peu près tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. On pourrait continuer à jaser ensemble des questions, des défis et des enjeux qui arrivent pour cette transition verte européenne, mais j'aimerais profiter des quelques minutes qui restent à Monsieur Kritz pour peut-être lui demander de nous en dire davantage sur la façon dont il voit l'intégration de la biomasse au portefeuille énergétique de l'Europe et peut-être nous en dire aussi davantage sur ce contrat qui s'est récemment signé, contrat d'approvisionnement qui s'est récemment signé par la Granaudière, avec le fournisseur d'électricité franco-belge groupe Engie. Donc, la biomasse fait partie du mix énergétique nécessaire. Je pense, quand on regarde le mix énergie verte, vous avez l'éolien, vous avez le solaire. Avant que n'apparaissent vraiment les batteries,
la biomasse jouait finalement le rôle d'élément prédicteur, parce que bon, l'éolien, le PV ne sont pas des énergies prédictibles ou moins prévisibles. Donc, et la demande, par contre, il faut la satisfaire toujours. Donc, la biomasse est un... Et en plus, bon, historiquement, c'est la source d'énergie aussi la plus socialement acceptable parce que c'est généralement la moins chère. Parce que bon, la conversion de centrales au charbon, c'est finalement convertir des gros actifs plutôt que de les déprécier et à très peu de frais, voire quasi pas de capex. Bon, c'est quasi travailler à coût variable. Donc c'est ça que c'est. Donc c'est nécessaire. Je pense que la biomasse a un rôle important et d'autant plus que bon, faut pas oublier que la biomasse est également un combustible. Donc au-delà de produire de l'électricité verte, c'est un combustible vert qui peut être utilisé que ce soit pour produire de la chaleur dans des réseaux urbains, de chauffage urbain ou de la chaleur de procédés aussi. En plus bon, du chauffage à la maison. Donc, ça fait partie du mix, c'est nécessaire. Concernant le projet La Granodière, donc c'est un projet qui a été lancé, sa construction a été lancée en août 2019. Donc, le lancement a été permis par la signature d'un contrat d'achat à long terme avec l'utilité Engie. Et donc, bon, on vient de livrer le premier bateau, donc ici le 7 mai dernier. Donc, après 20 mois de construction et après 4 mois de Covid et d'arrêt de chantier. Donc je pense qu'on a eu pas mal de succès. Donc, maintenant, on reste à continuer dans un marché un peu je dirais, bas. Donc là, c'est un autre challenge qu'on doit suivre, dans lequel on doit se lancer. Je pense que le rebond économique se laisse sentir, mais bon, on est dans un problème de conjoncture bas. Quand on va remonter au milieu du cycle ou bien au top du cycle? Est-ce que ça va être 6 mois, 12 mois, 18 mois? Je pense que bon, c'est une question intéressante aussi à partager. Chacun aura sa propre idée. Donc voilà un petit peu. Parfait. Merci d'avoir accepté de nous présenter un peu plus en profondeur ce projet. Je proposerais peut-être à M. Leclerc de continuer sur cette question de la biomasse. Vous le mentionnez un petit peu plus tôt au cours de ce webinaire. Vous parliez notamment des perspectives de la biomasse au niveau de l'agriculture. Est-ce que vous voyez que c'est une piste qui va avoir des effets bénéfiques dans cette transition verte, dans cette lutte au changement climatique? Certainement, certainement. La biomasse, bon, tout ce qu'on appelle les matières résiduelles aussi, mais la biomasse, c'est un atout que l'on a. Ce n'est pas un passif, ça devient un actif. Comment on peut faire pour générer quelque chose de bien pour la société à partir de la biomasse, des matières résiduelles? Je donne l'exemple de la biomasse agricole. Alors, ici au Québec, je sais qu'en Europe aussi, vous avez des projets similaires, mais on a de plus en plus de projets de création, de génération de ce qu'on appelle du gaz naturel renouvelable à partir de la biomasse agricole. Alors, ce qui permet à ce moment-là à nos agriculteurs, un, de faire un peu plus d'argent, deux, d'utiliser la biomasse d'une façon beaucoup plus optimale en créant ce gaz naturel renouvelable qu'ils utilisent pour leurs activités. Alors, vous voyez un peu la boucle là. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. Si on parle de d'autres types de matières résiduelles, si on parle des déchets ultimes, alors des déchets qui sont non compostables, non recyclables, alors, ça, on peut faire aussi du biocarburant avec ça. Il y a plusieurs entreprises là, qui travaillent là-dessus. Ici au Québec, il y en a une particulière qui s'appelle Enerkem, qui produit des biocarburants à partir des déchets ultimes et de la biomasse. Alors ça, c'est des atouts que l'on a pour
une économie encore plus verte. Même au Québec, c'est très important de pouvoir utiliser cette source-là non carbone parce qu'encore, au Québec, malgré que notre électricité est renouvelable à 99,8 ou 0,9 reste qu'il y a encore dans notre mix énergétique, on utilise beaucoup de carburants fossiles. Alors, il faut trouver des façons de faire qui vont nous permettre de réduire cette consommation. Alors, oui, l'utilisation de la biomasse, c'est un aspect à considérer. C'est un atout que l'on a, mais qu'il faut exploiter davantage. Merci, M. Leclerc. Je pense que Pierre-Luc, tu voulais rebondir sur cette question. Oui, Yves a été très humble. Bonjour à tous d'abord. Yves a été très humble dans ses propos et je sais qu'il avait une contingence de temps. Là. Malheureusement, il n'entendra pas ce que je vais dire, mais je vais parler dans son dos, mais dans le sens positif du terme. Vous savez, partir une usine comme il l'a fait à partir de rien, pratiquement, c'est vraiment un projet qu'il a bâti de A à Z dans un temps record, avec une mise en service qui s'est faite dans la période hivernale. C'est assez remarquable. Mais je trouve que c'est un très bon exemple et que ça illustre bien le type d'initiative dont on discute aujourd'hui. Vous savez, c'est des juridictions qui collaborent entre elles. En fait, il est venu au Québec pourquoi l'accès à la matière première et aussi être capable de produire les pellets, là, donc les pastilles de bois avec de l'énergie renouvelable et par la suite, vendre ça et donc transférer le tout en Europe et permettre une diversification du portefeuille énergétique renouvelable européen. Alors, vous avez ici une histoire là, un peu parfaite et je pense que c'est le genre d'initiative dont on va parler aujourd'hui et de bien d'autres choses, mais je tenais à souligner que c'est un exemple parfait de mariage entre attraction, exportation et tout ça, bien entendu, avec une plateforme d'innovation. Merci Pierre-Luc. C'est effectivement un exemple concret de partenariat réussi. Ça me permet de faire la transition vers la question suivante que j'aimerais poser à M. Leclerc et M. Robin Chevalier notamment. Comment, selon vous, est-ce que les sociétés québécoises peuvent offrir une expertise, leur expertise, à des sociétés européennes et ainsi devenir de précieux partenaires, un peu comme l'exemple qui vient de nous être présenté de la granodière avec le groupe Engie? M. Robin Chevalier? Contrairement à la grenadière, Boralex vend des électrons. Les électrons, on peut le faire de plein de manières, en tout cas de manière renouvelable, avec des technologies qui nous n'avons pas exporté du Québec en France, pour être tout à fait franc avec vous. Boralex a beaucoup construit sa patte éolienne et solaire, mais en particulier éolienne, en France. Peut-être davantage qu'au Québec d'abord, avant effectivement qu'il y ait beaucoup de développement au Québec. Donc il y a vraiment eu cette force des deux côtés, un développement qui s'est fait des deux côtés de l'Atlantique au fur et à mesure, et qui a été plutôt une source d'amélioration continue, parce qu'avec des approches, certaines approches pouvaient être très bénéfiques au Québec et duplicables en France, et en France, inversement au Québec. Quelque chose, par exemple, qui est très utile dans cette manière de faire, qui effectivement, donc, on n'a pas une marchandise à vendre, entre guillemets, qui soit spécifique au Québec ou spécifique à la France, mais des manières de faire qui peuvent être dupliquées et très utiles. Et en particulier une, qui est dans le développement des énergies renouvelables, ça a été dit par M. Critt, qui est très décentralisé. Le Québec est peut-être beaucoup plus décentralisé que ne l'est la France, pays très centralisé où il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. On pourrait dire la même chose du Royaume-Uni où beaucoup de choses se passent à Londres. Et le développement de l'énergie s'est fait main dans la main avec les communautés au Québec. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus en France parce qu'on voit, dans un but d'acceptabilité locale, des nouvelles formes d'énergie qu'on voit un petit peu maintenant partout dans le paysage, pas uniquement des grands barrages hydroélectriques situés à certains endroits. On a de l'éolien et du solaire qui est un peu diffus sur le territoire. Et donc, cette manière de co-construire avec les communautés, et c'est une force au Québec dans la manière de développer, qu'on a essayé donc d'amener en France avec quelques succès.
désormais, là, cette année, avec des parcs solaires qui vont sortir avec un cofinancement communauté, collectivité et Boralex, ce qui est un gage donc de transition un petit peu plus juste à laquelle je faisais référence plus tôt. Merci, Monsieur Robin Chevalier. Je reviens peut-être à vous, Monsieur Leclerc. Monsieur Robin Chevalier vient de parler donc de l'implication de ces communautés dans le développement des énergies renouvelables au Québec. Et vous parliez un peu plus tôt de la nécessité d'avoir une transition inclusive. Est-ce que vous pensez que cette transition verte sera inclusive par ce type de pratique, l'inclusion donc des communautés dans le développement des différentes énergies renouvelables exploitées un peu partout au Québec? C'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire de parler de l'inclusion, puis pas seulement des travailleurs, des communautés, des employés également, des clients, des fournisseurs. Je pense qu'il va falloir le regarder de façon beaucoup plus large. Mais si je reviens sur le point de Lucas au niveau de l'expertise, comment on peut utiliser le savoir et le savoir-faire, mais moi je dis que le savoir et le savoir-faire, il faut le mettre en commun. Parce que on ne peut pas prétendre qu'on a des innovations qui sont uniques dans le monde, dans le sens que, oui, ils ont une certaine spécificité, oui, ils ont des gains très appréciables en termes économiques et environnementaux, on peut revenir là-dessus, mais également, il faut continuer à optimiser la façon de faire, optimiser notre produit, optimiser notre technologie. Et là, si on se met en mode post-COVID, puis on se dit, bon, très bien, tous les gouvernements ont une relance verte, on parle de reprendre les exportations, malgré que ce n'est pas facile de voyager encore en ce moment, en tout cas du moins de notre côté de l'Atlantique, c'est de voir comment on peut agir différemment. Alors, comment on peut non pas essayer de découvrir un nouveau marché, mais de regarder plutôt dans le sens de découvrir un nouveau partenaire. Alors, un nouveau partenaire, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau également, dans mon sens, c'est des technologies propres, l'innovation. Quand je parle de partenaire, c'est bien souvent, il y a des gens qui ont des technologies complémentaires à celles qui existent. Alors, comment on peut ramener les deux, ces deux entités européennes, québécoises, et de voir comment on peut travailler ensemble, parce que si on travaille ensemble avec des technologies complémentaires, bien, ça permet oui, à l'entreprise québécoise d'avoir des yeux et des oreilles en Europe, là, puis de faire affaire en Europe, mais de l'autre côté aussi, c'est vrai, c'est de permettre aussi aux entreprises européennes d'avoir une base au Québec, et à partir de cette base-là, ça leur permet d'avoir aussi la possibilité du marché nord-américain avec les ententes commerciales que l'on a avec les États-Unis et le Mexique. Alors, vous voyez, il faut que ça soit toujours win-win, comme on dit, encore gagnant-gagnant dans cette situation-là. Et je pense qu'avec l'attitude de travailler ensemble, de mettre en commun notre savoir, notre savoir-faire, je pense que ça peut nous amener à de très, très beaux résultats dans le cadre de la relance verte. Merci, M. Leclerc. Pierre-Luc? Si tu me permets, je rebondis un peu sur le propos des collègues, mais lorsqu'on parle d'innovation, moi, je tiens à rappeler que, puis on parlait des collaborations potentielles entre les entreprises ou institutions européennes et celles du Québec. Le Québec est la seule juridiction au nord du 45e parallèle qui réserve des budgets pour que ces entreprises ou ces institutions participent à des consortiums de recherche, de développement et d'innovation européens. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Donc, ça, c'est une façon de contribuer. Donc, non seulement on peut apporter de l'expertise ou venir compléter l'expertise d'un consortium, mais les gens que l'on délègue n'arrivent pas les mains vides. Ça, c'est quelque chose à retenir. Et lorsqu'on parle d'innovation, Denis a parfaitement raison, il faut que ça se fasse dans les deux sens, mais ce n'est pas, par contre, obligatoire que ce soit sur le même sujet. On peut bénéficier complètement des avancées de l'un sur un sujet X et faire quelque chose à l'inverse. Miser sur les forces de l'un pour un sujet, miser sur les forces de l'autre pour l'autre sujet.
je donne deux exemples en ce qui concerne tout ce qui est électrification des transports. Je pense qu'on reconnaît d'emblée que le Québec a quelques longueurs d'avance à cet égard-là. Je voyais récemment un article assez bien documenté dans les médias ici à Bruxelles, mais je voyais les témoignages et ce que les gens exprimaient et j'avais l'impression de lire ce qu'on lisait chez nous il y a 6 ou 7 ans. Là, je parle de transport électrique. Ça, c'est un endroit où il pourrait y avoir des échanges encore plus porteurs entre le Québec et l'Europe. Mais à l'inverse, si on parle de secteur de sciences de la vie, il y a des niches précises en Europe où il faut reconnaître là une certaine avance des collègues européens et pour lesquels il pourrait y avoir des échanges dans l'autre sens. Alors, il y a deux choses à retenir, je pense, c'est que ça doit être évidemment équilibré. Ça ne peut pas être une autoroute à sens unique, mais que deuxièmement, si vous pensez à vous associer avec des Québécois dans des programmes d'innovation et pour faire des consortiums, bien, vous pouvez le faire et les gens avec qui vous allez le faire n'arriveront pas les mains vides. Merci Pierre-Luc pour ce message. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. J'ai entendu les mots inclusion, les mots partenariat. On parle de complémentarité dans cette quête à l'innovation. J'aimerais maintenant vous poser la question suivante concernant les dates qui sont fixées en matière d'objectifs de neutralité climatique. Effectivement, 2030, 2050, ça nous paraît un petit peu loin dans le temps et donc d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Je vais utiliser l'expression finalement de la carotte et du bâton pour vous demander, est-ce que selon vous, il faut mettre plus d'importance sur les incitations, les incitatifs qui sont offerts pour le développement d'avancées technologiques ou si c'est plutôt par l'utilisation du bâton et donc l'application de règles et de restrictions environnementales plus sévères qu'on va réussir à atteindre l'ultime objectif de zéro émission. Je proposerais à M. Leclerc peut-être d'entamer la réflexion à ce sujet, puisque dernièrement, Ecotech a lancé un livre blanc pour une relance verte dans le cadre de la semaine d'économie verte au Québec, qui reprenait 15 actions différentes dans des domaines très, très variés. Je serais intéressée à savoir quelle est votre opinion sur ce qu'il faut prioriser, la carotte ou le bâton? C'est une excellente question. Et d'ailleurs, j'ai posé la même question à Bertrand Piccard, le fameux explorateur qui est président de la Fondation Solar Impulse avec son initiative des 1000 solutions. Et je partage exactement sa réponse. Sa réponse, c'est quoi? Ça prend de la réglementation. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des solutions qui existent. Puis même le GIEC, il y a 2 ans et demi, ils l'ont dit. Les solutions existent. L'enjeu, c'est un enjeu politique, mais c'est un enjeu public, c'est qu'il faut les mettre à contribution à plus grande échelle. Alors, il faut inciter fortement, je dis inciter fortement, je pourrais dire obliger, mais il faut trouver une façon de permettre à des entreprises d'utiliser davantage les technologies propres qui existent déjà. Ces technologies propres, ça aide l'efficacité opérationnelle des entreprises et bien sûr, ça améliore leur bilan climatique, leur bilan environnemental. C'est un gagnant-gagnant. Alors, mais il faut les inciter davantage pour différentes raisons. Puis l'idée de la réglementation, si la réglementation ne touche qu'un territoire, bien entendu, ça peut avoir des effets néfastes au niveau de la compétitivité, bien sûr, des entreprises, puis de l'emploi, etc., etc. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais à un moment donné, comment on va faire pour pouvoir s'assurer qu'il y a un certain niveau de réglementation qui va venir inciter davantage l'adoption. Maintenant, je parle de réglementation. Bien sûr, il y a de la carotte. Puis la carotte, comment on peut l'utiliser aussi, cette fameuse carotte-là, alors les bons côtés. Dans notre livre blanc pour une relance verte, on mentionne différentes façons. C'est des petites carottes, c'est-à-dire c'est des actions qui sont réalistes et réalisables, c'est-à-dire à très court terme au Québec. Qu'est-ce qui serait facile de faire à très court terme pour engendrer cette adoption de technologies propres à plus grande échelle? Et bien souvent, vous regardez ce qu'il y a, puis tu dis, bien, si on peut adapter
moduler certains programmes qui existent, ça pourrait avoir des impacts et des bénéfices beaucoup plus importants que ça l'est aujourd'hui. Alors, bien souvent, il faut regarder ce qu'on fait avec une autre paire de lunettes qui pourrait nous permettre à ce moment-là d'avoir des bénéfices pour tout le monde, là, que ce soit au niveau, on pourra parler de la qualité de l'environnement qui a un impact direct sur la santé publique. On le voit avec la pandémie, mais la qualité de l'environnement, la qualité de vie, mais les milieux de vie, on parlait d'inclusivité dans les milieux de vie, puis à un moment donné, ça va avoir un impact sur notre niveau de vie. Alors, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer de la valeur, là, une valeur collective. Fait que ça, c'est pour ça que la relance verte là, peut avoir ces impacts, ces bénéfices-là pour tout le monde. Merci, M. Leclerc. Monsieur Robin Chevalier, vouliez-vous réagir? Êtes-vous d'accord avec M. Leclerc dans ses propositions entre la carotte et le bâton? Écoutez, je pense que de toute façon, il va falloir les deux. Avec évidemment le bâton qui risque d'être un peu plus dur parce que la crise climatique a déjà des effets dans un certain nombre de pays, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, le bâton, il va pas être uniquement, ça va pas être une amende, une pénalité, c'est la nature qui va nous rattraper. Ceci étant dit, il y a aussi une force qui commence à monter, on le voit en Europe, c'est la force judiciaire, les propres tribunaux de pays européens. Je pense en particulier à celui des Pays-Bas, avec une décision hier qui a été assez massive, qui va bien plus loin que le symbolique, qui condamne la société Shell à réajuster sa trajectoire en termes de business model. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc le bâton, en fait, il arrive déjà d'une certaine manière. Ensuite, il doit y avoir un certain nombre d'instruments qui sont à la fois pénalisants et incitatifs, un peu au milieu. Donc la taxe carbone en Europe qui commence en fait considérablement à monter. Alors, je sais qu'au Québec, on a un système qui marche d'échange depuis pas mal de temps, qui fonctionne. Il faut que ça aille dans ce sens-là. Il faut que ces instruments à mi-chemin entre l'incitatif et le restrictif avancent. Et ensuite, il faut quand même qu'il y ait une carotte qui soit assez forte. Et c'est un peu la carotte de la commande publique. On a un certain nombre d'argent qui peut être mis dans des chantiers pharaoniques et qui seront nécessaires. Je pense notamment à celui de la rénovation énergétique des bâtiments. Je pense à la décarbonation des transports, qui va toucher tellement de monde, en fait, qui va embarquer les entreprises, les citoyens, et du coup va participer à l'acceptabilité de cette transition. Si vous donnez un petit peu d'argent à des gens pour qu'ils rénovent leur maison, pour qu'elle soit plus efficace énergétiquement, ils iront plus facilement accepter que, par exemple, on installe à côté de chez eux un parc solaire ou qu'on passe à une voiture électrique parce qu'ils verront la cohérence d'une certaine manière. Mais il faut les aider parce que jusqu'à présent, on ne peut pas uniquement leur dire « vous allez payer ». On va se heurter à un mur d'acceptabilité absolument gigantesque. Voilà, donc c'est une réponse un peu, toutes les solutions doivent être mises sur la table, mais un peu comme Denis, je pense qu'il va falloir progressivement avoir des règles qui soient plus strictes. Donc sur la taxe carbone, on sait que l'Europe réfléchit à aussi une taxe, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour pouvoir réindustrialiser un petit peu plus ces économies et éviter d'être trop dépendante, en particulier de la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui baissera aussi l'empreinte carbone de manière assez importante, donc va bouleverser l'économie européenne, un peu mondiale aussi, dans les années à venir. Merci, M. Robin Chevalier. Pierre-Luc? Si tu me permets, Audrey, je voudrais dire quelques mots là-dessus parce que c'est une question très importante. Je partage d'abord l'avis de Lucas là, sur le fait que ça va prendre les deux. On ne peut pas juste avoir la carotte, on ne peut pas juste avoir le bâton. Mais il y a un élément important sur lequel, d'ailleurs, on pourrait collaborer et à cet égard-là, montrer l'exemple, c'est qu'il va falloir que cette espèce de révolution économique que nous allons vivre soit solidaire. D'imaginer que
on va y arriver sans que tout un chacun y participe, c'est rêver en couleur. Mais être solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les solutions soient pensées pour tous et pour toutes et mettre en place des mécanismes, notamment financiers, pour permettre à des clientèles qui ont parfois des revenus plus faibles de pouvoir, elles aussi, participer à ce grand effort-là. Vous savez, Tesla, c'est magnifique. Leurs voitures sont hyper performantes, mais on ne peut pas imaginer vivre cette révolution-là avec uniquement des produits Tesla. Et quand je dis ça, je ne suis pas négatif à l'égard du produit, mais on se comprend que ce n'est pas pour toutes les bourses. Il faut s'assurer que tous puissent y participer parce que l'empreinte écologique, c'est l'affaire de tous. Mais il faut garder en tête que s'il n'y a pas une solidarité dans l'atteinte des objectifs, on n'y arrivera pas. Parfait, merci à vous trois pour vos pertinentes observations. J'aimerais peut-être faire une halte et prendre une question du public qui concerne le nucléaire et qui est arrivée un petit peu après votre intervention, Monsieur Robin Chevalier. L'idée est de savoir, pour l'Europe et notamment pour la France, est-ce que le nucléaire devrait laisser plus de place aux autres énergies ou est-ce que c'est impossible à l'heure actuelle d'envisager un portefeuille énergétique européen qui exclut totalement le nucléaire? Alors, il faut savoir que le nucléaire a pénétré l'économie d'un grand nombre de pays en Europe, en particulier de la France, hein, qui en est dépendant à près de 70% pour son électricité, ce qui est assez important. C'est le taux le plus important au monde. Mais on pense également au Royaume-Uni, à la Suède, à l'Europe de l'Est qui souhaite aussi quand même relancer certains programmes. La France veut relancer un programme nucléaire parce qu'il y a, ce que je disais un petit peu plus tôt, il y a une dépendance du nucléaire dans de grands nombres de bassins d'emploi, de régions entières, la fin du nucléaire va créer une transformation nécessaire, mais qui va être très dure politiquement. Donc, en fait, rien qu'abandonner le nucléaire pour cette question politique est très dur. Mais l'argument, en fait, qui pourrait, du coup, tuer le nucléaire, c'est l'argument du prix, du coût, qui est quand même très important, qui n'a cessé d'augmenter dans les années passées. La courbe du prix du nucléaire s'est croisée avec celle des renouvelables, c'est officiel. Hein, maintenant, les différents rapports internationaux, en particulier celui de l'Agence internationale de l'énergie, le dit. Donc, eh bien, les économies qui vont être un peu quand même touchées par le Covid, on peut quand même voir tout l'argent public qui a été mis sur la table pour résister, va devoir prioriser à la sortie de cette crise et donc va se tourner plutôt vers les énergies qui sont les plus compétitives. Cela étant dit, il y a quand même aussi un sujet auquel je faisais référence un peu plus tôt, qui est celui de la réindustrialisation. Il y a quand même une dépendance vis-à-vis de la Chine sur un certain nombre de technologies qui nécessite du coup de garder, de rapatrier quand même certaines productions en Europe. Et ça, c'est un défi très important dans le but de faire accepter aussi ces énergies et donc de réduire la part du nucléaire. On ne peut pas être autant dépendant de la Chine sur notamment les panneaux solaires. Et ça, c'est aussi une opportunité pour d'autres économies. Je pense notamment au Québec, qui a aussi des ressources minérales qui peuvent être utiles, notamment pour le stockage. Il faut se diversifier en termes d'approvisionnement parce que ça permettra également de faire mieux accepter cette transition et de faire mieux accepter donc la réduction du nucléaire. Alors, on ne va pas débrancher le nucléaire du jour au lendemain. On en a encore pour près de 20 ans, un minimum, le temps de fermer les différentes centrales dans l'hypothèse où on les fermerait toutes. Mais il y a quand même une forte volonté de certains pays, justement très centralisés, de garder une part de nucléaire. Donc, je vois, en tout cas pour le Royaume-Uni, pour la Suède, pour la France, encore du nucléaire en 2050, même s'il aura moins de pénétration. Il est certain que voilà, l'éolien en mer, l'éolien à terre, le solaire vont être les énergies de la décennie 2030. Et les projets qui vont sortir, qui seront lancés en 2030, sortiront dans les années
dans les années 2040. Donc, de toute façon, il faut lancer ces projets maintenant parce que le temps de les faire, on a le temps de fermer des centrales nucléaires. Si je peux me permettre, Denis, juste avant. Ben, vas-y, mon cher Denis, j'irai après. Non, mais ce que j'allais dire, c'est l'énergie renouvelable, il ne faut pas que ça soit seulement écologique. Il faut que ça soit logique. Et logique, il y a une logique financière, bien sûr, une logique économique également. Alors, je pense que la question, ce n'est pas de dire on est-tu pour ou contre le nucléaire. Je ne pense pas que c'est la bonne question à poser. Parce que le choix va se faire de lui-même. Lucas l'a parlé, le nucléaire, c'est cher. Ce n'est pas seulement cher en termes d'argent, c'est cher en termes d'impact écologique également. Alors, si on prend pas en compte tout le coût total de possession d'une centrale nucléaire, je pense que les gens vont faire rapidement l'équation maintenant qu'il y a d'autres nouvelles sources d'énergie renouvelable qui viennent. On a parlé de la biomasse, on peut parler de bien d'autres choses, mais qui va venir déclasser le nucléaire comme source d'électricité ou comme source d'énergie. Alors, il faut le réfléchir de cette façon-là. On pourra parler d'hydrogène vert également, comment on fait ça. Alors, c'est pour ça que je ne pense pas que la question, c'est on est pour ou contre, y a-t-il une façon? Les sources d'énergie qui sont très coûteuses économiquement, coûteuses environnementalement, bien, ça tire à sa fin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à un moment donné qu'il n'y aura plus de projet. Et ça va prendre, oui, au niveau de la carotte et le bâton, mais également, oui, au niveau de cette logique. Et la logique, il faut qu'elle soit environnementale, économique et financière. Je vais prendre garde de m'avancer sur le terrain politique, ce n'est pas mon rôle, mais sur le plan purement énergétique, parce que la question est fort intéressante. Lucas, d'ailleurs, mentionnait le pourcentage d'utilisation du nucléaire en France. En Belgique, il y a un débat actuellement sur le retrait des centrales à l'horizon 2025 et ce qui peut être mis en place comme initiative pour compenser ce retrait-là. Mais l'énergie nucléaire, de façon purement objective, c'est une énergie de base. Je veux dire, elle est là en base, peu importe le moment de l'année, la température extérieure, la qualité du vent, l'énergie nucléaire, elle va être en base. La question de fond au plan énergétique, c'est comment fait-on pour remplacer cette énergie de base par des énergies renouvelables qui ne seront soit pas intermittentes ou dont l'intermittence pourra être régulée de telle façon qu'elles deviennent de facto des énergies de base. Et c'est à ça qu'il faut travailler si on veut diminuer un jour la part du nucléaire dans le mix énergétique. C'est une énergie de qualité de base et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Ça veut dire notamment le stockage. Plus on va développer des technologies de stockage performantes, évidemment, moins on aura besoin de tel type d'énergie. Si on utilise de plus en plus de biomasse, bien, la biomasse, on l'a dit, ça peut être une énergie de base. Évidemment, dans les juridictions qui peuvent le faire, l'hydroélectricité est une énergie de base absolument remarquable. Et quatrième élément, si on développe, et là je m'en vais vers un autre champ où il pourrait y avoir une collaboration Québec-Europe, si on s'en va vers les outils qui permettent de gérer l'interface entre les énergies renouvelables et le réseau, et donc d'optimiser l'utilisation du renouvelable dans un réseau, moi je pense que ça aussi, ces outils-là de balance énergétique peuvent permettre de diminuer l'utilisation d'énergie de base qu'on aime moins. Super. Je suis d'accord avec toi quand on parle d'énergie de base. Et la clé sera justement le stockage de l'énergie. Ça, c'est majeur. C'est pour ça que, notamment au Québec, on a la stratégie au niveau des batteries. On veut être le Québec, la batterie du nord-est américain, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que cette expertise-là, si on la met en commun avec l'Union européenne, je pense qu'on peut faire des choses fantastiques ensemble. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'éléphant dans la pièce en ce moment, c'est l'hydrogène. Tous les pays disent qu'ils veulent être la capitale de l'hydrogène, le numéro 1 au monde.
Je pense à tous les jours, chaque pays, notamment européen, disent ça va être eux autres, ça va être eux autres. Je viens de lire l'Espagne, ça va être eux autres. Bon. Mais il y a une course à l'hydrogène, c'est de voir de quelle façon cette source d'énergie va rentrer dans un mix énergétique d'une façon la plus optimale possible. Alors, comment on le fait? Ici au Québec, le plus gros projet d'hydrogène vert au monde, il est au Québec, en Bécancour. Alors, ça, c'est pas le projet, c'est de l'usine qui fonctionne. L'usine d'hydrogène vert, pardon, au Québec, dans le monde, c'est ici au Québec. Un des plus gros projets pour d'hydrogène vert, c'est ici au Québec avec Hydro-Québec, 88 MW d'hydrogène vert. Bon. Alors, vous voyez, il y a l'expertise, il y a l'utilisation de l'hydroélectricité aussi là-dedans, mais c'est de voir l'hydrogène comme une source également d'énergie qui va venir pallier aux fermetures d'énergie fossile. Alors, il faut regarder ce mix-là. Puis, dans le fond, c'est sûr que ce n'est pas pour demain matin, là. Alors, c'est de voir comment, à court et moyen terme, on est en mesure de concrétiser ce mix-là. Merci, M. Leclerc. Vous parliez justement d'hydrogène au Québec et de l'importante usine qui a été mise en place par Hydro-Québec et, si je ne m'abuse, Air Liquide. Est-ce qu'on pourrait parler davantage de la réalité énergétique québécoise en 2021 et en quoi est-ce qu'elle pourrait être une inspiration pour les pays européens dans cette relance verte qui s'annonce donc sur le continent? Ça, c'est difficile, hein, parce que chaque territoire a ses particularités. Alors, c'est difficile de dire, faites comme nous ou on va faire comme vous. Je vous donne un exemple du solaire. Moi, j'ai appris la semaine dernière, il y a un rapport qui est sorti sur l'énergie solaire et j'ai lu là-dedans que le taux d'ensoleillement au Québec était comparable à l'Allemagne et l'Allemagne était le 4e producteur d'énergie solaire au monde. C'est facile de faire l'équation, tu dis, wow, on peut être bon dans le solaire aussi. Après ça, il faut que tu regardes les spécificités du Québec. Au niveau de l'hydroélectricité que l'on a, au niveau de l'éolien, ce qu'on vient de parler de biomasse. Alors, à un moment donné, il faut que la solution soit également adaptée au contexte. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de se dire on va copier-coller, adapter, là. Il faut plutôt regarder comment, dans l'expertise, on est en mesure de transmettre notre expertise. Comme ici au Québec, l'expertise que l'on a, vous allez me dire, oui, l'hydroélectricité, mais je vois que Pierre-Luc va dire, c'est le transport aussi d'électricité, où on a une expérience incroyable dans les réseaux de transport électrique. Alors, comment on est en mesure également de partager notre savoir, puis de créer, on en a parlé, créer des partenariats, créer des zones communes d'échange et de projets ensemble pour faire avancer plus rapidement, accélérer cette relance. Pierre-Luc, est-ce que tu souhaitais dire quelques mots justement sur ce… Je voyais que Lucas s'avançait. Je voulais lui laisser parole. Je pourrais intervenir après. Parfait. Rapidement, c'était pour rebondir sur ce que disait Denis, merci. Oui, le Québec a une énergie décarbonée à plus de 99%, hein, comme le disait Denis plus tôt. Donc, et j'allais justement faire du pouce sur ce que tu venais de dire, Audrey, sur le fait que c'est un moyen d'aider à décarboner ses voisins, via notamment les voisins en particulier américains. Et donc, par cette gestion du transport de l'électricité, ces interconnexions d'État à État, c'est des choses qui peuvent être expertises, qui peuvent être exportées en Europe, où il y a aussi pas mal d'interconnexions qui sont bonnes à certains endroits, entre la France et la Belgique, ça marche très bien, qui sont moins bonnes à d'autres endroits. Et donc là, il peut y avoir des opportunités parce que la gestion des congestions, la gestion de l'équilibre offre-demande, quelque chose qui va être très important. Mais voilà, je retiendrai quand même ce qu'a dit Denis aussi sur le fait que il faut jouer sur ses atouts et pas être en concurrence non plus à des endroits sur des marchés qui sont très bouchés. Et c'est vrai que je regarderai peut-être davantage quand on est au Québec sur ce sujet des interconnexions vers l'Amérique du Nord, vers les voisins américains que vers l'Europe.
J'ajoute deux choses. Tout d'abord, Denis, ne te surprends pas des statistiques d'ensoleillement. Tu sais, quand il fait moins 20 au mois de janvier au Québec, il y a des très belles journées. Il y a un beau soleil vivifiant, mais que veux-tu? On oublie qu'il fait soleil. Deuxième élément plus sérieux, toujours en mode qu'est-ce qu'on peut faire pour collaborer ou quelle contribution on peut avoir. Denis a raison là, qu'il faut être prudent de comparer les juridictions par rapport aux autres, mais je pense qu'on peut identifier dans le domaine de l'hydrogène deux secteurs. Tous les grands ports européens cherchent à bonifier leur utilisation de l'hydrogène. Évidemment, l'enjeu, c'est de passer de l'hydrogène brun à l'hydrogène vert. Plusieurs ont identifié le bleu, donc fabriqué à base de gaz naturel, comme étant un phénomène de transition. Mais je pense qu'en ce qui concerne l'approvisionnement en hydrogène de ces grands ports, il peut certainement avoir là des pistes de collaboration à évaluer. L'enjeu, c'est le transport, des navires pouvant transporter de l'hydrogène en bonne quantité, parce que vous savez que c'est un gaz expansif, donc en bonne quantité et de façon sécuritaire ne court pas les mers, mais il y a certainement moyen sur un horizon de quelques années d'augmenter la collaboration. Donc, il y a le côté approvisionnement en hydrogène, puis il y a aussi le côté partage des technologies. Je devrais être plus prudent parce que j'ai eu accès à certaines informations, mais je sais que des entreprises québécoises sont en discussion avec des représentants européens pour faire du partage technologique, notamment du côté des électrolyseurs, pour augmenter la part de l'hydrogène dans notamment la fabrication industrielle. Donc, si on identifie encore là des pistes de collaboration, je n'oublierai pas le secteur du transport maritime. Très bien. Ça me semble être un tour complet relativement à cette question, à part si, Lucas, vous vouliez peut-être apporter un élément supplémentaire. Oui, sur le transport, je pense qu'il y a des cartes à jouer sur la mobilité lourde, en particulier celle des trains et des camions pour l'hydrogène, qui vont être un vrai concurrent aux batteries, pour lesquelles on voit que les consortiums automobiles ne sont pas forcément sur la même longueur, n'ont pas la même longueur d'onde. Et je pense que là, voilà, les sociétés québécoises, je ne sais pas si Bombardier travaille dessus, mais en tout cas, en France, il y a une vraie volonté d'avoir des trains à l'hydrogène. On a une expérience, une initiative très, très intéressante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle la Zero Emission Valley, qui a beaucoup recours à l'hydrogène, à la mobilité lourde grâce à l'hydrogène, mais également à des énergies renouvelables en vue d'avoir de l'hydrogène vert. Et donc, c'est ce genre d'initiative qu'il faut suivre de près parce que ce sont des modèles qui peuvent se dupliquer dans les années à venir. Parfait, merci. Je passerai à la question suivante qui concerne finalement la part énergétique que représente l'apport des solutions que vos sociétés respectives permettent d'apporter sur les territoires que vous couvrez. Donc, quelle est la part énergétique, par exemple, que Boralex est capable de représenter avec son apport de solutions sur les territoires que la compagnie couvre? Voilà. Sur l'éolien, Boralex, on est le troisième opérateur en France, première entreprise indépendante après EDF et Engie. On couvre à peu près 8% du marché. On est sur un marché qui est très compétitif, on ne va pas se mentir, mais il va y avoir une structuration dans les années à venir, forcément, puisque les énergies renouvelables se sont développées par des petites initiatives locales, des petites entreprises. Et maintenant, on voit qu'il y a un bouleversement assez important avec des grandes utilities qui se verdissent. Et donc, besoin d'acteurs qui soient suffisamment bien armés pour résister à cette structuration. Et en tout cas, voilà, parce que on est confiant dans notre modèle économique et on participera, je pense, à cette structuration dans les années à venir. Sur le solaire, on a commencé une diversification il y a quelques années avec de beaux projets qui vont sortir, notamment là en France. Et on a accéléré aux États-Unis. On espère ouvrir d'autres juridictions à venir. Et c'est quelque chose qui est
qui est très intéressant là, pour les années à venir. Merci, M. Robin Chevalier. De votre côté, M. Leclerc, est-ce que votre grappe des technologies propres représente une part importante au niveau des compagnies qu'elle regroupe, finalement, de l'apport de solutions sur le territoire québécois? J'allais dire 150%. Alors, dans notre grappe, on a Hydro-Québec. Bon, alors, dans notre grappe, il y a Boralex. Bon, dans notre grappe, il y a tous ces joueurs-là. Alors, pour moi, comme un cluster, comme une grappe, c'est difficile de répondre à cette question-là. Mais la question est plutôt, ces entreprises-là, elles ont des projets au Québec, mais elles visent également à l'international parce que, bien sûr, le marché est planétaire. Mais comment on est en mesure on a parlé de partenariat, on a parlé de joint venture, mais la difficulté, c'est toujours comment on peut faire pour réaliser tout ça. Puis, peut-être, je vous amène juste à l'AECG, alors le CETA là, pour les Européens. Alors ça, c'est une opportunité en or pour les entreprises européennes et les entreprises québécoises de justement tisser des liens davantage, puis accélérer le tout, parce que les avantages que l'on a avec la ECG, il y a quelqu'un qui disait, oui, ils vont travailler sur l'harmonisation réglementaire. Bon, ça va prendre quelques week-ends de travail pour arriver là, parce que même ici au Canada, en province, là, ça va prendre du temps, mais outre l'harmonisation réglementaire, au niveau des droits des taxes qui ont été abolis, ça veut dire que c'est encore plus rentable. Deuxièmement, c'est toute la mobilité de la main-d'œuvre. Ça, c'est important parce qu'on a parlé du savoir-faire. Alors, comment on va, puis Pierre-Luc l'a mentionné aussi, là, comment on va collaborer ensemble dans cette façon-là, que ce soit dans les travaux de recherche, mais également dans des projets concrets de mise en œuvre de nouvelles technologies propres. Comment on va le faire? Comment on va faire cette collaboration? Je pense que grâce à la ECG, on pourrait le faire en accéléré. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment en profiter parce que l'Europe et le Canada, l'Europe et le Québec, je pense qu'on a une familiarité. Il faut juste réussir à concrétiser le tout encore plus rapidement. Merci beaucoup pour votre intervention tout à fait pertinente sur le rôle que la ECG peut jouer dans cette, notamment, harmonisation réglementaire. Je serais intéressée à interroger Pierre-Luc sur peut-être le rôle que peut jouer l'innovation dans un petit peu ces questions que l'on se pose au niveau notamment des collaborations et de cette lutte au changement climatique dans le cadre de la relance verte, particulièrement européenne. Oui, merci Audrey. D'abord le cliché et puis après ça les explications, mais le cliché c'est qu'on n'ira nulle part sans innovation, mais je pense que c'est aussi une vérité de la palisse, mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'innovation sur l'horizon de la prochaine génération, on n'atteindra pas les objectifs ambitieux fixés. Mais ça veut dire de commencer à travailler dès maintenant et de regarder ce qu'on fait en termes d'innovation. C'est assez intéressant de constater, je donne quelques chiffres, je ne veux pas vous ensevelir de statistiques, mais le Québec consacre l'équivalent de 2,3 % de son PIB à l'innovation. La moyenne européenne, c'est 2 %. La Grande-Bretagne, c'est 1,7 %. Donc, on voit qu'on est placé à un niveau qui est assez intéressant. On est en deçà des États-Unis, mais qui sont dans une classe un peu à part à cet égard-là, qui sont autour de 3 %. Mais quand même, à 2,3 %, on voit que le pourcentage, il est là. Mais c'est clairement quelque chose que nous partageons avec plusieurs pays d'Europe et aussi les instances européennes. On partage cette envie-là de faire de l'innovation, de s'y investir et de collaborer. On nous parlait tout à l'heure du remplacement des énergies de base. Il n'y a rien qui va se faire sans innovation. Oui, on peut très longtemps argumenter sur l'importance de l'énergie de base, mais la façon
de pouvoir changer certaines énergies de base, c'est en innovant. On faisait référence à l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas une énergie sortie de nulle part. Il faut d'abord la produire et après ça, c'est un vecteur, donc ça peut contenir de l'énergie. Comment on fait pour justement utiliser l'hydrogène de la bonne façon et s'en servir après ça pour remplacer les périodes d'intermittence? Ça va prendre l'innovation. C'est un exemple. Si on veut améliorer la part du transport vert, que ce soit électrique ou avec un autre carburant renouvelable, dans le pourcentage du transport, notamment dans le transport lourd, ça va prendre de l'innovation. Par contre, l'innovation, elle est parfois pas si compliquée que ça. Vous savez, la révolution du transport électrique dans l'individuel, dans le transport léger, oui, ça a demandé de la R&D et ça en demande encore, mais au départ, le génie derrière ça, c'était de prévoir un système de transport qui peut se brancher à peu près partout. Des prises électriques, il y en a à peu près partout. Donc, il fallait innover, mais en tenant compte, évidemment, de l'écosystème dans lequel on vit. Donc, tout ça pour dire que oui, il faut innover, mais les prémices y sont, les sommes d'argent y sont. Il faut juste trouver le moyen de bien collaborer et de bien investir. Est-ce que M. Leclerc ou M. Robin Chevalier auraient une réaction par rapport à ce que M. Deligné vient de dire? Très rapidement, c'est sûr que l'innovation, c'est la clé. Mais la clé aussi, c'est de mettre en application les inventions. Hein? On fait beaucoup de recherche et développement. Ça reste des inventions tant et aussi longtemps que ce n'est pas utilisé. Quand c'est utilisé, ça devient des innovations. Alors, il faut vraiment trouver cette façon d'accélérer l'utilisation de la recherche publique également, de la recherche privée. Je parlais à un entrepreneur hier qui me disait, il dit, Denis, moi, j'aime bien ça, la recherche fondamentale, on le voit bien avec les vaccins puis la COVID, c'est super important. Mais il dit, moi, je préfère la recherche appliquée pour ma business, c'est sûr. Mais il dit, au-delà de tout ça, moi, ce que je recherche, c'est de la recherche applicable. Alors, aussi rapidement possible pour pouvoir justement accélérer quoi? Bien, accélérer cette relance verte dont on parle. Il faut profiter être opportuniste en ce moment, là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être opportuniste pour pouvoir créer ce changement-là, cette transition. Puis je pense qu'on ne devrait plus parler de transition. On devrait parler plutôt de transformation. Transformation des économies, qu'elles soient plus vertes, plus durables, plus inclusives. Là, vous allez me dire, je commence à rêver en couleur, mais je pense que si vous regardez dans votre territoire, ceux qui nous écoutent, là, vous allez avoir des exemples comme ça. Là, il faut les répliquer à plus grande échelle et je pense que ça, c'est notre défi également commun. Oui, monsieur Robin. Oui, j'ajouterais une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus, même si l'innovation est quelque chose de technologique, hein, et quelque chose qui est nécessaire, hein, toujours pour faire progresser l'homme, il faut quand même mettre en application ce qui existe déjà et qui n'est plus de l'innovation pour certains et qui est encore vu pour l'innovation pour d'autres. Je vais être très clair, il y a certaines personnes en Europe qui voient par exemple l'éolien comme un gadget, alors que c'est une solution qui marche. Et c'est une solution qui n'est pas encore mise en œuvre dans beaucoup de juridictions parce qu'on pense qu'il y aura une meilleure solution derrière. Mais on a près de 30 ans de recul avec une amélioration continue. Donc, on peut toujours mettre 30 ans à trouver une autre technologie qui sera peut-être probablement plus efficace, mais en attendant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Donc, autant le mettre en œuvre parce que le temps presse. Et j'ajouterais, j'ai fait allusion à Bertrand Piccard avec la Fondation Solar Impulse. Ils viennent de lancer leurs 1000 solutions efficientes. Alors, c'est des solutions rentables pour l'environnement et les entreprises. Mais de ces 1000-là, il y en a 70 qui viennent du Canada. Mais des 70 qui viennent du Canada, il y en a 50 qui viennent du Québec. Alors, ce n'est pas vous montrer qu'au Québec, on a vraiment des entreprises innovantes. Je peux vous dire qu'il y en a une vingtaine d'autres qui sont en évaluation là,
vingtaine d'autres québécoises en plus. Alors, vous voyez le bassin d'innovation de créateurs, créatrices que l'on a au Québec qui veulent participer à cette relance-là. Alors, c'est une façon... le prochain défi, comme disait Bertrand, c'est de les mettre en application le plus rapidement possible. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut trouver, nous, sur notre territoire à nous, mais également ailleurs, des partenaires qui vont nous permettre de les installer, de faire adopter ces technologies à plus grande échelle. Une des choses dont je souhaite parler, puis Denis vient de l'effleurer, parce qu'il a parlé de territoire, mais de mon expérience ici, moi, je retiens qu'une des façons relativement simples d'agir pour lutter contre les changements climatiques et amorcer la transformation ou la transition écolo-énergétique, c'est l'occupation du territoire. Et c'est la façon dont on organise la mobilité. Bien entendu, en Europe, l'occupation du territoire, elle date évidemment de très longtemps, mais elle se fait aussi sur un territoire qui est moins étendu que celui de l'Amérique du Nord et en particulier que celui du Québec. Mais je pense que là-dessus, le Québec a à apprendre sur l'organisation de l'occupation du territoire, notamment dans les villes et les régions environnant les villes. Mais il y a vraiment des choses à faire et assez simples pour revoir ensemble l'organisation de notre mobilité et l'organisation de l'occupation du territoire pour réduire l'empreinte écologique. Merci Pierre-Luc pour ces éléments supplémentaires. Je vais aller vers une question posée par le public qui revient sur quelque chose que Lucas nous disait un petit peu plus tôt concernant la dépendance énergétique contre laquelle l'Union européenne essaie de lutter, notamment vis-à-vis de la Chine. Donc, on parle beaucoup en ce moment au niveau de l'UE d'une autonomie stratégique dans la nouvelle politique industrielle que souhaite d'ailleurs mettre en place l'Union européenne. Voyez-vous cela comme une nouvelle ère de protectionnisme qui va ressembler à finalement une augmentation du nombre d'obstacles pour les partenariats internationaux? Ou croyez-vous qu'au contraire, on verra davantage de nouveaux types de partenariats avec peut-être l'Amérique du Nord dans les domaines qui concernent la relance verte? Très, très bonne question. Il y en a plusieurs qui vont voir que c'est des mesures protectionnistes. Ça va être plus difficile de faire affaire, d'exporter. Puis j'allais dire, encore là, je vous invite à lire les plans de relance verte des différents gouvernements et on lit ça entre les lignes. Là. Comment sécuriser son marché, comment utiliser davantage ses entreprises pour son marché. Je pense que c'est humain de voir ça comme ça. Mais d'un autre côté, c'est une excellente opportunité de partenariat. Alors, si on ne change pas notre façon de faire, je l'expliquais au début, il ne faut pas avoir les yeux pour se dire hey, je vais explorer ou exploiter un nouveau marché. C'est pas mal plus de découvrir un nouveau partenaire qui, ensemble, par la suite, on est encore plus fort et qu'on peut, à ce moment-là, profiter de ces occasions-là, partage de notre savoir, partage de notre savoir-faire dans nos territoires respectifs, mais tout en étant ensemble. Je pense qu'il y a une clé là-dedans. Puis la façon de faire notre ADN du Québec, c'est vraiment de créer des partenariats, c'est de travailler ensemble. Alors, on a une occasion de le faire et je pense que cette orientation-là des différents pays peut nous offrir des belles occasions de partenariat. Oui, bien, moi, c'est drôle, peut-être avant juste de laisser la parole à Lucas, mais un commentaire, je ne perçois pas, et je comprends la question, mais je ne perçois pas la position de l'Europe face à la Chine comme étant un mouvement de protectionnisme. Moi, je pense que c'est plus une réaction face à certains comportements, et je dis ça entre guillemets, qui peuvent donner à penser qu'on ne joue pas le même sport avec les mêmes règles. Pour faire une allégorie avec le foot, qui est très populaire ici, si on organise un match de foot avec une équipe étrangère et puis que l'autre équipe arrive avec 3 gardiens de but
et puis 15 joueurs plutôt que 11, il dit c'est comme ça que ça va jouer, ben vous ne jouez pas tout à fait avec les mêmes règles, le même sport. Je pense que c'est plus une réaction pour s'assurer que les règles du jeu soient respectées, plus qu'une approche protectionniste. Et de toute façon, en termes d'alimentation énergétique, oui, la Chine joue un rôle, mais je pense qu'il y a un autre grand pays européen qui a un rôle en termes de fourniture énergétique qui préoccupe pas mal plus les Européens. Lucas, oui, à votre tour. Oui, tout à fait. Je pense que cette question de l'autonomie stratégique pose la question de l'autonomie stratégique vis-à-vis de qui, et donc vis-à-vis en fait d'un rival qui est systémique, qui n'a pas la même conception des règles auxquelles faisait allusion Pierre-Luc. Et donc je pense que l'objectif de l'Union européenne, c'est d'imposer des règles, entre guillemets, qui s'appliquent à tous, mais qui vont être plus facilement applicables par des partenaires de confiance, donc plutôt côté d'Amérique du Nord. La question des conditions de travail et des conditions des droits de l'homme en Chine vont être un problème pour les sociétés chinoises qui voudront exporter des biens et services vers l'Union européenne. Et l'Union européenne a d'ailleurs, en tout début, enfin il y a quelques semaines, mis fin à un accord économique qui avait été arraché il y a quelques mois entre la Chine et l'Union. Et donc ça, c'est un signe voilà, d'une affirmation, d'une réaction assez forte qui effectivement ne sera pas la même avec l'ensemble des partenaires de l'Union européenne. Donc pour reprendre l'allégorie des joueurs de foot, c'est sûr que si les joueurs de foot viennent, n'ont pas les mêmes règles et en plus sont fouettés, et ben c'est sûr que c'est difficile de jouer de manière sereine. Merci beaucoup pour ces observations. Je pense qu'on a encore le temps pour une toute dernière question qui s'avère un petit peu plus pratique. On parlait un peu plus tôt de l'AECG et des opportunités qu'il offre, notamment en termes de partenariat pour les entreprises québécoises et canadiennes avec les entreprises européennes, notamment en matière de mobilité de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut maintenant échanger sur la manière dont les entreprises et entités québécoises peuvent participer à la relance verte européenne et au programme de recherche et innovation de l'UE. Je pense notamment à Horizon Europe lancé pour 2021-2027. Donc, comment est-ce que ces entreprises peuvent se joindre, j'ai envie de dire, à la fête et contribuer à cette relance verte européenne? Pierre-Luc? Audrey, tu serais sans doute la meilleure pour répondre, mais comme c'est toi qui anime, je vais répondre avec plaisir. Il y a différentes façons. D'abord, lever la main et se manifester soit au ministère de l'Économie et de l'Innovation au Québec ou soit auprès de la délégation générale ici à Bruxelles, mais je pense que c'est important de lever la main. Deuxièmement, on peut s'associer à des consortiums, on l'a dit, il y a des sommes qui sont réservées à ça. On peut s'associer à des consortiums européens visant à favoriser la R&D. Dans bien des cas, c'est de la R&D appliquée et aussi l'innovation. Troisièmement, on peut identifier, si jamais votre produit ou votre entreprise ou votre entité est rendue plus loin et qu'elle a vraiment quelque chose d'assez costaud, Denis donnait des exemples d'une cinquantaine d'innovations, peut-être même 70 innovations qui seraient prêtes. Moi, je pense qu'elles n'ont qu'à se manifester. Et là, nous, on peut ici, à partir de Bruxelles, ou si vous avez identifié d'autres pays, mes collègues chefs de poste dans d'autres délégations en Europe peuvent vous aider à identifier des partenaires, des lignes de distribution. Alors, il y a différentes façons de faire, mais si vous voulez être présent et participer à l'effort commun Québec-Europe de lutte au changement climatique et de transition énergétique, il y a de la place pour vous. Monsieur Leclerc, est-ce que vous vouliez ajouter un mot pour encourager éventuellement ces entreprises innovantes québécoises à se tourner vers les opportunités qu'aurait à offrir Horizon Europe ou d'autres programmes européens? Je pense que oui, contacter les délégations du Québec en Europe, c'est un excellent premier pas. Il y a aussi, rapprochez-vous des autres regroupements dans votre secteur d'activité en Europe. À la fin de notre conférence, je me branche avec une autre conférence de International Clean Tech Network
qui est un réseau de GRAP comme Écotech Québec dans 17 pays, dont plusieurs Européens. Et justement, on va parler de 2 projets potentiels avec l'Union européenne. Et heureusement, le Québec peut faire partie de ces projets-là. Alors, si on est en mesure de pouvoir gagner les projets, bien, ça va être encore de belles opportunités pour nos entreprises québécoises de faire partie de consortiums avec des entreprises européennes pour des vrais projets, des projets concrets. Alors, il y a aussi cette façon-là de faire, mais il faut vraiment, malgré malgré la pandémie, malgré les difficultés à exporter à l'heure actuelle, je pense qu'il faut regarder comment on peut faire partie de cette équipe-là. Oui, qui va jouer à 11 joueurs, mais qui va pouvoir courir beaucoup plus vite que l'adversaire. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Merci, M. Leclerc. J'ajouterais qu'au niveau de la délégation générale du Québec à Bruxelles, nous avons développé un cercle en recherche et innovation Québec-Europe qui cherche justement à mettre en relation des entrepreneurs, des universitaires au niveau du Québec avec des acteurs européens dans différents secteurs de la recherche et l'innovation. On va parler d'hydrogène, on va parler d'intelligence artificielle et de nombreux sujets d'intérêt. Et on a réussi à regrouper un nombre de 18 organismes ici en Europe qui peuvent donc accompagner et permettre un accès à leurs écosystèmes et favoriser donc la possibilité pour des entreprises québécoises d'être mises en communication, en relation avec des acteurs qui peuvent leur être soit similaires, soit complémentaires pour éventuellement créer des consortiums et partager la possibilité d'atteindre ces grands appels à projets. Puis Audrey, juste ajouter, quand on dit 18, ce n'est pas bruxello-bruxellois, là. Bien si on adore Bruxelles, c'est réparti un peu partout en Europe. N'est-ce pas, de l'Espagne à l'Allemagne en passant par le Luxembourg et même Chypre. Tout à fait, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous contacter justement par rapport à cette initiative. Il nous fera plaisir de vous en dire davantage. Nous arrivons à la fin de cet intéressant échange. Je remercie chaleureusement les intervenants qui ont accepté de prendre part à cette discussion et qui ont permis d'enrichir le débat et de nous faire part de leurs perspectives. Je vais peut-être passer la parole à Pierre-Luc pour quelques instants afin qu'il puisse faire une petite allocution de fin. Et enfin, Monsieur Ayoub qui pourra donner la clôture de l'activité d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci Audrey. Je vais être très bref et je vais avec plaisir passer la parole à Sam pour la conclusion, mais tout d'abord remercier Denis et puis Lucas de leur présence et puis Yves en début. Merci aussi à Sam Ayoub d'avoir suggéré l'organisation d'un tel événement. Je vous ai donné quelques statistiques, on a partagé ensemble plusieurs idées, mais je pense que nous ne devons jamais oublier que nous pouvons nous entraider, que nous pouvons travailler ensemble, qu'il y a des innovations qui sont prêtes à être commercialisées, mais qu'on doit également travailler à de l'innovation. Et je vais citer Lucas pour terminer quand il disait qu'il y a des valeurs communes, des choses qui nous rassemblent, des partenaires de confiance. Nous sommes de part et d'autre des partenaires de confiance. Il y a des valeurs qui sont partagées, il y a le respect de la parole donnée. Donc, on est fait sur mesure pour collaborer et j'espère qu'on va le faire tous ensemble dans les prochains mois, prochaines années. Alors, Sam? Merci. C'était très intéressant. Je pense que ça a été très apprécié. On a filé une bonne heure et demie. Donc, merci de votre contribution. Je remercie les conférenciers Lucas, Pierre-Luc, Yves, Denis et Audrey aussi avec une excellente modération et qui a bien l'idée, si je peux dire, tout le webinaire. J'ai entendu des mots-clés intéressants comme innovation, comme exportation, évidemment, Europe et Québec. J'aurais le goût de rajouter peut-être un mot, une combinaison de mots à suggérer, surtout aux Québécois, mais aussi aux Européens, et dès qu'on pourra, c'est de voyager, de se rencontrer, de venir sur place. C'est très important de pouvoir se rencontrer. On le fait à travers les webinaires. C'est un outil qui nous aide à passer à travers cette épreuve-là. Il ne faut pas sous-estimer le caractère humain des transactions et des relations d'affaires. Donc, de venir sur place en Europe, je vous invite à le faire et on a toute l'infrastructure avec les délégations, les chambres de commerce et autres organismes pour pouvoir vous accueillir. J'aimerais aussi remercier les partenaires, évidemment la délégation du Québec
à Bruxelles, le gouvernement du Canada, Maurice et Chapman ici à Bruxelles, Cible Solutions et Denton à Montréal. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier webinaire de l'année 2021 qui sera le 22 juin et qui traitera des relations commerciales entre le Canada et l'Allemagne. Voilà, donc on se donne rendez-vous le 22. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut Denis. Au revoir. Merci Audrey.